Bonjour à tous, bienvenue au sommet. On n'est pas que des parents pour cette dernière journée autour du couple et de la communication. J'ai la grande joie d'accueillir l'homme du séminaire, comme je disais en story, Pascal, qui va nous parler de la place du père. Donc, je vais lui laisser la main pour se présenter et pour animer cette conférence. Bonjour, bonjour Lucille, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, ah là, la pression, là, l'homme, le Z1. Exactement. Bon, en tout cas, merci de ton invitation. Je suis ravi de pouvoir partager avec toi et avec vous toutes et tous. Je ne t'ai pas demandé si effectivement c'était plus des mamans ou des papas, plus des mamans. Oui, hein. Oui, oui. Je n'ai pas vu beaucoup de noms d'hommes dans les inscrits. Après, je me dis, ça se trouve, ils sont derrière à côté de leur femme, tu vois, peut-être. Bon, alors, attends, hop, je vais en profiter pour partager mes slides. C'est bon, Super. est-ce que ça Ouais, fonctionne? Super. nickel. Donc effectivement, merci encore une fois de ton invitation. Et puis, je suis ravi effectivement de partager avec vous pendant une heure sur ce sujet, la place du père en 2023. Vaste sujet, somme toute assez récent. Euh, la place du père, c'est pas quelque chose de récent évidemment dans l'histoire, mais effectivement, médiatiquement, sociétalement, on en parle beaucoup plus depuis quelques années, et c'est chouette. Et pour autant, il y a tellement encore de choses à faire évoluer, et ce type d'espace le permet. Voilà, ces sommets de 4 jours. J'aurais le plaisir de revenir sur le sujet, mais effectivement, moi je pense qu'on est face à une vraie évolution sociétale et que comme toute évolution sociétale, ben, ça s'accompagne et qu'on est tous actrices et acteurs de ce changement-là. Et pour être tous actrices et acteurs, bah, il s'agit déjà d'avoir un minimum de sensibilisation sur le sujet pour pouvoir ensuite agir. Et quand je dis qu'on est toutes et tous actrices de ce sujet-là, bah, c'est effectivement bah, les différents acteurs, donc que ce soit là comme aujourd'hui, mais que ce soit évidemment bah, les politiques, les entreprises, les professionnels de santé, les médias évidemment, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais peut-être quand même commencer quand même effectivement par me présenter. Donc, je suis Pascal Van Horn, j'ai 43 ans depuis un mois et demi et je suis papa de jumeaux Zoé et Hugo qui ont 6 ans et demi. J'ai une petite particularité, au-delà d'être papa de jumeaux et de prendre la parole sur ce sujet de la paternité, c'est que j'ai changé de vie quelques mois avant la naissance de mes enfants. En fait, j'ai été pendant 13 ans cadre sup en entreprise sur des fonctions de communication, de management. Et quelques mois avant la naissance de mes enfants, je me suis interrogé sur le père que j'avais envie d'être. J'ai regardé qui j'étais au niveau professionnel. Et là, voilà, il y avait un monde, il y avait deux, voilà, c'était presque deux mondes. Moi, je crois beaucoup, il y avait une dichotomie qui était très, très forte. Moi, je crois beaucoup en la valeur de l'exemplarité et du coup, d'incarner ce en quoi on croit. Et comment je pouvais partager ce en quoi je croyais auprès de mes enfants pour les faire grandir sur un chemin qui, moi, me semblait juste dans mes convictions, si ce n'était pas ce que j'incarnais au niveau professionnel. Et donc, du coup, j'ai fait ce choix peut-être un peu fou de quitter mon poste de cadre sup. J'avais un très beau poste, une très forte reconnaissance, une très grosse rémunération. Donc voilà, et c'était l'idée de se dire, voilà, c'est un grand saut. Je sens que l'arrivée de mes enfants, ça va être un tsunami dans ma vie, ça va être une nouvelle page. Et quitte à écrire une nouvelle page, bah, autant l'écrire pleinement, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. C'était pas si facile que ça, hein, parce que forcément, il y a plein de peurs qui se mettent en œuvre, les miennes un petit peu, et puis beaucoup de mon entourage en mode, mais t'es fou, tu vas devenir père, et puis du jumeau, ça coûte un bras, tout ça, les couches, tout ça, c'est pas le moment. Et moi, je trouvais qu'au contraire, c'était complètement le moment. Je savais pas exactement ce que je voulais faire. Je savais que ce que je souhaitais, c'était d'avoir plus de temps pour mes enfants. Je voulais être très présent sur les premières années de mes enfants, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, ils ont 6 ans et demi, mais voilà, je souhaite encore être très, très présent auprès d'eux et je voulais avoir plus de sens dans mes activités. Et donc, du coup, ça fait 7 ans que je suis indépendant et je suis ce que l'on appelle un slasher. Donc, slasher, ça vient du mot de la barre slash qu'on connaît tous sur nos claviers, sur nos écrans. Et c'est quand on a plusieurs activités. Je suis loin d'être le seul. On est 4,5 millions de slashers en France. Yeah! Je pense que je suis dans la catégorie aussi. Si on doit étiqueter les gens un petit peu là, je pense que j'y suis. Pense aussi, et je pense qu'effectivement, c'est une tendance qui est vraiment émergente. Moi, c'est quelque chose que je trouve très chouette, hein. Alors, j'en parle toujours, peut-être en nostalgie de mes 20 ans, mais j'utilise pour toujours cette image de la boule à facettes. Donc, voilà, la nostalgie de mes 20 ans quand je chantais en boîte, hein, parce qu'évidemment, c'est plus le cas. Et je trouve qu'effectivement, un être humain, il a plein de facettes dans sa personnalité. Et en fait, mettre la bonne lumière sur toutes ces facettes, ça permet de complètement rayonner
pour les autres et pour soi. Et je trouve que c'est super chouette, ça permet de ne pas forcément s'enfermer dans une case et d'explorer plein de choses. Et donc, effectivement, aujourd'hui, moi, j'ai plein d'activités. J'ai une activité de consultant en communication qui correspond à mon ancien métier, notamment. J'ai une activité d'intervention en école supérieure. C'était important pour moi, déjà pour la transmission et puis pour rester en contact avec la jeune génération. Je connaissais les petits, je connaissais les gens en gros de 30 à 80. J'avais plus de contact ou très peu avec les gens de 20-25 20-25 ans. Et pourtant, en fait, c'est les citoyens, les consommateurs, les collaborateurs d'aujourd'hui et de demain. Et comment être pertinent sur mon regard sur le monde si j'avais plus contact avec eux. Donc ça, c'était vraiment important pour moi. Et enfin, j'ai développé toute une activité, ce qui nous intéresse aujourd'hui, autour de la paternité, de la parentalité et de l'équilibre de vie. Ça a commencé par la création d'un blog, d'un média, on dit un petit peu aujourd'hui pour se la raconter un peu, mais d'un blog qui s'appelle Histoire de Papa, avec des S à Histoire et à Papa. Pourquoi la création de ce site à Histoire de Papa, que j'ai créé il y a maintenant 5 ans et demi? Euh, Quand je suis devenu père, il y avait très très peu de ressources qui parlaient aux pères. Ça a un peu évolué aujourd'hui, mais il y a 5 ans et demi, 6 ans, honnêtement, il n'y en avait quasi pas. Et quand j'en trouvais, c'était un peu dans des termes un peu de l'autre temps, en mode hey, les gars, maintenant que vous êtes père, il faut sortir de la grotte et ramener le gibier à la maison. Quoi. Voilà, moi, je ne m'y reconnaissais pas, je ne reconnaissais pas non plus mes potes qui étaient devenus pères. Et du coup, j'ai eu envie de créer cet espace-là, avec pas du tout comme envie de ne parler que de moi. Ça m'arrive, mais ce n'est pas tant l'objet. L'objet, c'est d'interviewer des experts et d'interviewer des papas qui ont fait des choix et pour équilibrer leur vie pro, leur vie perso, ou qui ont vécu tout simplement leur paternité d'une certaine manière. Et je trouvais que c'était très riche de pouvoir raconter plein d'histoires de papa. Donc, je les interviewe, puis après, j'écris leur portrait de papa. Et c'est très chouette. Un des premiers papas, par exemple, que j'ai interviewé, c'est un papa qui a fait un baby blues. On en parlait très très peu il y a 6 ans et voilà, c'est encore très tabou en même temps aujourd'hui. Et voilà, je trouvais que c'est très intéressant. J'ai interviewé un papa qui a vécu un deuil périnatal. On en parle du point de vue des mères, mais on en parle très très peu du point de vue des pères. Et je trouvais que c'était très riche également d'avoir ce regard-là, qui est pas mieux, voilà, qui est juste un autre regard différent. Puis j'interviewe également effectivement des pères qui ont fait des choix professionnels pour mieux équilibrer. J'ai le souvenir d'un père que j'avais interviewé qui avait un super taf, directeur commercial, et qui est à l'autre bout de la France, loin de sa famille, le jour des attentats en France, au Bataclan, gros choc. Et là, il se dit, mais ma place, elle est d'être auprès de mes enfants pour leur expliquer. C'était des enfants qui avaient entre 8 et 10 ans. Et il dit, mais je suis loin. Et donc, du coup, il décide de démissionner et de se réinventer complètement professionnellement pour être plus présent auprès de ses enfants. Donc voilà, ça c'était vraiment mon envie de raconter des histoires de papa. Et c'était également une envie très forte d'impacter sur l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un sujet qui m'a toujours parlé, qui a pris une dimension encore plus forte quand je suis devenu père d'une fille et d'un garçon, parce que pour ma part, je pense que le sujet d'égalité entre les femmes et les hommes n'est surtout pas un sujet à faire porter uniquement par les femmes, c'est un sujet à faire porter aussi bien par les femmes que par les hommes, évidemment, et c'est les femmes et les hommes ensemble. En tout cas, c'est ma conviction. Et j'ai une conviction profonde qui est que si on change le regard de la société sur la paternité, on impacte en douceur sur l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire qu'on arrive à transformer ce fameux risque maternité que rencontrent les femmes, on en parlera tout à l'heure avec notamment le décrochage de rémunération, ben en fait, on le transforme en risque parentalité qui est porté aussi bien par les femmes que par les hommes. Donc c'est un fait, ce n'est plus un risque, c'est juste un fait qui doit s'intégrer dans le quotidien et notamment en entreprise. Et ça, c'est vraiment une conviction très profonde, de changer le regard de la société sur les pères. Suite à la création de ce média, bah, très vite, j'ai été identifié, donc je prends souvent la parole dans les médias sur ces sujets de la paternité, parentalité, équilibre de vie. Puis j'ai co-créé un collectif de papas engagés, avec certains que vous connaissez probablement, Tristan Champion, l'auteur de La Barbe et le Biberon, Alexandre, Alex, qui est plus connu sous le nom de Papa Plume, qui est devenu un de mes amis. Et en fait, on a co-créé ce collectif pour s'engager sur l'augmentation de la durée du congé paternité, dont on va parler effectivement aujourd'hui, l'augmentation de la durée du congé paternité pour le faire passer à 1 mois. Alors certes, ce n'est qu'un mois, ce n'est pas encore suffisant. Juste pour rappel, on était à beaucoup, beaucoup moins. Et voilà, dans nos discussions entre nous, c'était de dire, mais si on fait une tribune en demandant 3 mois, ça va être, le gap, il est très, très loin. Et il ne nous semblait pas que la maturité était encore là sur le sujet. Donc, c'est pour ça qu'on a proposé 1 mois. C'est ce qu'on dit toujours. On a obtenu le mois le plus court de l'année, puisqu'on a obtenu le mois de février, 28 jours. Donc, même pas complètement 1 mois, mais ce n'est pas si mal que ça. On a coécrit une tribune, on a fait un appel au témoignage. C'était super riche, on en a reçu 500
en 5 jours. Donc, hyper riche, avec avec des papas de tous milieux sociaux, de toute la France. C'était très, très riche, j'en parlerai tout à l'heure notamment. Suite à ça, ça m'a permis de rencontrer Gabriel Attal quand il était porte-parole du gouvernement, Adrien Taquet quand il était secrétaire d'État à la famille, et donc de nous engager sur le sujet. Quelques mois après, le congé paternité est annoncé avec son augmentation. Et là, ma conviction, ça a été de dire, OK, c'est super, c'est une loi. Sauf que sur ce congé paternité, il n'y a que 7 jours obligatoires. 3 jours de congé naissance et 4 jours de congé paternité. Du coup, c'est une loi, c'est génial, mais ça ne reste qu'une loi. Et là, moi, ce dont on parle, à mon sens, c'est un changement sociétal. Et donc, du coup, ça doit s'accompagner. Et du coup, aujourd'hui, depuis 3 ans maintenant, je suis conférencier, comme aujourd'hui, mais voilà, beaucoup en entreprise, en collectivité, auprès des professionnels de soins, on en parlera aussi, pour sensibiliser sur le sujet, pour lever les tabous, pour lever les freins, parce qu'ils sont encore extrêmement présents et très présent dans notre société, parce on reste encore une société patriarcale comme elle a été construite pendant des siècles. On l'a un petit peu évoqué ce sujet du congé paternité hier avec Eger Jagel qui est directrice de la chaire de l'EDEC, qui a mené une grosse étude dont on en parlait en introduction sur le congé paternité et justement tous les enjeux sociétaux qu'il y a derrière. Et donc, il y a quelques notions qui sont assez intéressantes, notamment que plus on gagne sa vie, moins on prend ce congé paternité. Et ce n'est pas une question de haut poste, c'est une question qu'en fait, la sécurité sociale ne compense pas le salaire en entier. Donc, il y a quand même une grosse perte de salaire pour certains cadres, notamment. Donc ça, c'est un des points. Et il y a quand même, elle mettait en évidence une absence de connaissances. Il y a quand même beaucoup de papas dans l'étude qui disent qu'ils ne sont pas au courant, en fait. Et là, pour le coup, comme tu dis, l'entreprise et la société au sens large a un rôle déterminant parce qu'en fait, c'est quand même aberrant que les sociétés ne soient pas au courant et qu'elles n'avertissent pas, surtout les pères qui sont censés partir en congé paternité. Et oui, et oui, c'est pour ça qu'il y a une vraie sensibilisation à faire auprès des entreprises sur le sujet, au niveau du management, au niveau des RH, pour lever tous ces freins. Encore hier, j'avais un rendez-vous avec une entreprise, je ne peux pas la nommer, mais en Normandie, une entreprise de pétrochimie, principalement masculine. Et effectivement, ils m'ont contacté parce qu'ils souhaitent sensibiliser les pairs sur le sujet, parce que en fait, les retours qu'ils ont, c'est on n'ose pas. Les collaborateurs disent on n'ose pas, on a peur d'être mal perçu. En fait, on se rend compte que sur le sujet, il y a encore énormément d'autocensure et de peur du jugement. Et c'est pour ça que c'est hyper important, effectivement, de sensibiliser et tout simplement de créer un nouveau référentiel. Voilà, c'est ça. Sur l'étude dont tu parles, je me permets juste une petite nuance. Alors, moi, je suis un pro de la nuance, moi. Enfin, pas un professionnel, mais je prône en tout cas la nuance. Je me permets juste effectivement une petite nuance sur cette étude qui a été la première étude faite jusqu'à présent suite à l'augmentation de la durée des congés paternité sur son échantillon. Elle a un échantillon qui est majoritairement de cadres sup, donc forcément, ça donne un biais. Oui. Elle l'a évoqué, elle a dit que ça donnait un biais clairement à l'étude. L'idée, c'est justement, on en parle en intro, c'est qu'ils ouvrent au niveau Cali à d'autres populations, enfin d'autres CSP, d'autres types de salariats. Mais elle l'a évoqué en intro en disant, voilà, malheureusement, vu que c'est les decks, forcément, c'est majoritairement des anciens étudiants et quand tu sors des decks, tu deviens cadre. Classiquement, dans le parcours. Exactement. Non, mais oui, dans les grands schémas, ouais. Tout à fait. Et par contre, on a beaucoup évoqué pendant ce sommet du rôle de chacun. Et je voudrais le redire pour les gens qui ne sont que sur cette journée. Pour moi, on a vraiment un rôle à jouer tous dans la société et notamment en sein de l'entreprise, de dire, en fait, si on veut que ça change, ça ne viendra pas forcément d'en haut. Il y a des petits pas, mais on voit bien qu'ils sont un peu petits. Et se dire que, par exemple, des mamans qui disent « Ah non, mais je ne peux pas allaiter parce que personne ne l'a fait avant dans mon entreprise. » Alors oui, ce n'est pas simple. Je ne dis pas que c'est facile. Mais si chacun, on dit en fait, moi, je veux allaiter, je veux continuer d'allaiter, par exemple, et je vais voir mon employeur, évidemment, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses, on est bien d'accord. Mais si chacun met une petite pierre à l'édifice du changement et s'il y en a une qui commence à allaiter dans cette entreprise, peut-être que les choses pour les prochaines seront plus simples. Et dans une idée de militantisme pacifique, évidemment, pour faire juste bouger les lignes, je pense qu'on a tous un rôle à jouer de se dire il faut que ça bouge, il faut que ce soit OK de partir à 17h30, il faut que ce soit OK d'allaiter quand on a envie d'avoir un bébé. Et en fait, on a tous notre pierre à poser sur ce changement.
Je te rejoins pleinement. C'est pour ça qu'effectivement, cette phrase, je vais peut-être vous la dire pardon plusieurs fois lors de cette conférence, mais nous sommes toutes actrices et acteurs du changement. Et ça, j'en suis vraiment absolument convaincu. Tu parlais de petits pas qui ne sont pas suffisants, mais moi, je crois beaucoup effectivement à l'impact des petits pas. Et c'est la somme des petits pas individuels qui fait un grand pas collectif. C'est clair. Voilà. Et moi, il y a une phrase que je dis souvent, c'est quand on agit pour soi, en fait, on agit toujours pour les autres. Parce que c'est la notion d'exemplarité. Voilà, ce que j'ai toujours, c'est la petite Greta sur l'écologie. En fait, elle a fait faire un pas énorme parce qu'en fait, elle incarnait quelqu'un, elle incarnait un visage sur un concept qui était très au niveau chercheur. Et en fait, je pense que sur ces sujets-là, de la parentalité, qui bouge énormément, vraiment, encore une fois, sur ces dernières années, ben, c'est exactement la même chose. On a besoin de femmes, on a besoin d'hommes qui prennent la parole sur le sujet, qui incarnent, qui disent c'est possible, j'ai fait ça, pour que ça libère la parole, pour que ça donne le droit aux autres de dire mais je peux faire la même chose. J'ai interviewé il y a 2 ans maintenant Pierre-Édouard Battard. Pierre-Édouard Battard, c'est le PDG du Crédit Mutuel. Je raconte brièvement son histoire, mais parce que ça, je n'avais pas prévu de le faire, mais c'est complètement en lien. Il est en couple avec une femme très engagée, féministe, qui a aussi une très grosse responsabilité au sein d'EDF, en l'occurrence. Et en fait, du coup, il décide, voilà, il se pose la question de faire un enfant, et elle a dit, mais non, 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 je veux pas, je sais exactement comment ça va se passer, c'est moi qui vais devoir gérer, toi, super, tu vas vivre ta vie, et machin, et moi, ça va avoir un impact sur ma carrière professionnelle. Ils en discutent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils finissent par trouver un accord de dire, OK, on fait un enfant à deux et en fait, on l'éduque à deux, y compris même si tu es PDG du Crédit Mutuel, donc super grosse fonction, nanani, nanana. Et en fait, ils décident de prendre un congé paternité de 3 mois. De 3 mois, donc il va au-delà des 1 mois. Et au-delà de ça, ils communiquent dessus, en interne, en externe, justement, sur l'exemplarité. Alors, on pourrait dire, ouais, c'est facile, il est PDG, c'est plus facile. Bah, en fait, non. Et tu l'as dit, Lucide, sur l'étude, c'est pas du tout facile parce qu'il y a plein de biais, il y a plein de pression sur le sujet. Il m'a raconté que dans son job, une grosse partie de ses missions, c'est la représentation au niveau des milieux politiques et économiques. Et ça se passe le soir. Et en fait, il a acté que pendant les 2 premières années, en fait, il n'assisterait plus à tous ces événements qui se passent le soir parce qu'il dit, mais moi, ma place, c'est auprès de ma fille et c'est auprès de ma femme. C'est pas d'être dans tous ces milieux-là, puis tant pis, ça attendra 2 ans. Pareil, il a acté que 2 jours par semaine, parce que sa femme le faisait 2 jours par semaine, et lui, 2 jours par semaine, il quitte le travail à 17 heures pour aller récupérer sa fille à la crèche. Et je lui posais, et je l'ai réinterviewé 1 an après, et je lui demandais comment ça a évolué. Et en fait, parce que c'est ça que je trouvais intéressant aussi, de voir quel avait été l'impact au niveau de ses équipes. Et en fait, ce qu'il me disait, c'est que clairement, ça avait libéré les choses. Et qu'en fait, il avait plein de ses équipes qui se permettaient aujourd'hui de dire, j'assume de partir à 17 heures. Je prends mon congé paternité, voire une extension du congé paternité. Parce que le Big Boss l'avait fait, bah, ça a autorisé. Ouais, mais forcément, Oui, si en haut, on n'applique pas ces choses-là, c'est c'est quand même ça, plus compliqué qu'en bas, on le fasse. exactement. Super intéressant. Merci pour ce partage. Alors, j'avais une petite question, mais voilà, on va peut-être la zapper. Je vous parlais effectivement qu'on est face aujourd'hui à une évolution sociale qui est très, très forte, hein. Je pense qu'on le vit tous. On le vit encore une fois là, depuis quelques semaines lié à la réforme des retraites. Et c'est important de prendre un peu effectivement de hauteur. Il y a certains sociologues qui disent que les cycles, l'humanité, elle est divisée en cycles et que c'est des cycles de 450 ans. Voilà. Et la fin d'un cycle et le début, c'est pile poil quand? Là, c'est pile poil en ce moment. On sait ce qu'on vit. Et effectivement, on le ressent tous. On est dans un moment de transformation intense où tout bouge. Notre rapport au travail, notre rapport au temps, à l'égalité, à la masculinité, à la famille. Bref, c'est notre rapport à la vie qui change. Et ça peut être perçu de 2 façons. Ça peut être perçu de façon hyper anxiogène, hein. Et je l'entends, je le comprends, parce que les codes et les référentiels changent. Ça peut engendrer du coup beaucoup de peur, beaucoup de repli sur soi. C'est pareil, je l'entends et je le comprends. Moi, je suis quelqu'un qui a un optimisme. Donc, moi, je ne suis pas de cette team-là. Moi, je suis de la team. Waouh, c'est génial. Je suis hyper content de vivre en ce moment, dans cette époque, parce que je trouve qu'on peut justement, encore une fois, être actrice et acteur. Et donc, on peut contribuer toutes et tous à redessiner, en fonction de ce qu'on peut faire, à redessiner en fait le monde de demain pour qu'il soit plus juste et plus harmonieux et plus égalitaire, notamment. Et toute cette évolution sociétale, elle est liée à plein de choses. Alors évidemment, elle a été accélérée avec la crise Covid, la crise sanitaire. Elle a été accélérée par le mouvement MeToo,
évidemment, qui a beaucoup rebalayé les cartes. Elle est là avec ce qui se passe depuis quelques semaines sur la réforme des retraites. Pareil, elle accélère tout ça. Et effectivement, dans tout ce monde en transformation, ça fait naître des nouvelles envies où les êtres humains, ils ont envie de tendre vers plus d'harmonie, d'apaisement, d'équilibre, de nuances. Et moi, j'aime beaucoup cette idée d'envie de connecter le jeu et le nous. C'est-à-dire de dire, voilà, comment il y a mes besoins, puis on ne vit pas tout seul dans nos sociétés comme un Robinson Crusoe, on fait société. À partir d'une famille, à un groupe de potes, à une entreprise, à un quartier, à une association, à une collectivité, peu importe, c'est faire société. Et comment réussir à connecter les deux, à faire se reconnecter les besoins individuels et les besoins collectifs. Euh, et justement, dans ce monde en transformation, la place du père, c'est un des outils qui permet plus d'équilibre et d'égalité. J'en suis absolument persuadé. Sur la place du père, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à s'affranchir des anciennes règles et d'en créer des nouvelles et de mettre un peu au loin les clichés, les stéréotypes hérités de notre société, voilà, patriarcat. C'est comme ça, c'est un fait, c'est notre histoire. Il ne s'agit pas, à mon sens, de dire bouh, voilà, c'est rien. C'est comme ça fait partie de notre histoire. Par contre, tout l'enjeu, c'est de se dire, mais c'est pas figé, soyons pas fatalistes et pas bloqués comme ça pour toute la vie. On peut faire évoluer les choses. Moi, j'aime à dire qu'il n'existe pas de modèle de papa ni de papa modèle et que c'est à chacun de créer sa vérité. Je pense que vous le savez, vous le vivez tous et toutes. Quand on est parent, on est un peu bombardé d'injonctions en permanence qui ne font pas spécialement du bien. Tout l'enjeu, à mon sens, sur ce sujet, il ne s'agit pas de recréer une nouvelle injonction. Il ne s'agit pas de se dire il y a un papa modèle, il y a un super papa et tous les pères doivent absolument être ça. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de permettre à chacun d'oser être le père qu'il a vraiment envie d'être. Et on en parlait tout à l'heure sur l'autocensure, sur la peur du jugement. Et c'est ça, aujourd'hui, le frein. C'est comment on peut réussir à lever tout ça, justement, en sensibilisant la société sur le sujet, pour permettre à chacun d'être le père qu'il a vraiment envie d'être. En fait, on connaît tous, non, peut-être qu'on ne connaît pas tous, mais on a parfois autour de nous des papas, voilà, on pourrait l'appeler Olivier, qui est hyper présent, qui prend les cours d'autonomie, mais qui gère son taf, mais qui gère les courses. Et puis en même temps, il trouve du temps pour y boire une bière avec ses potes et être là pour le vivre. Ok, c'est cool. Sauf qu'aujourd'hui, c'est loin d'être la majorité. Parce qu'en fait, ok, il y a des Olivier comme ça, mais il y a aussi un Maxime. Maxime, il est chef de rang. Il faisait partie des pères qui avaient témoigné. Et en fait, Maxime, il nous disait qu'il n'osait pas prendre son congé paternité parce qu'il avait peur du jugement. Il avait peur d'être mal perçu par ses boss et par ses collègues. Et donc, il n'osait même pas en parler. Il n'osait même pas en parler. Enfin, c'est fou, en fait. Mais c'est une réalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a beaucoup parlé il y a 1 an et demi, d'un papa qui s'appelle Grégory. Grégory, il est agriculteur. En fait, il est papa d'un premier enfant, puis il devient papa. Enfin, il va être papa de jumeaux en plus, et il décide de prendre un congé parental. Et on en avait pas mal parlé dans les médias il y a 1 an et demi, parce qu'il s'était fait littéralement, il avait décidé de le médiatiser, mais il s'était fait harceler par son employeur, qui lui disait que non. Il ne pouvait pas prendre son congé parental, ce qui est juste autorisé par la loi, hein, donc il avait fini par le prendre. Hein. Il avait imposé, mais ok, il avait réussi à l'avoir, mais il avait très mal vécu parce qu'il s'était fait littéralement harceler par son boss qui lui disait que c'était un frein pour la société, que sa place n'était pas auprès de ses enfants et de ses futurs jumeaux. C'était le rôle de la maman et que lui, son rôle, c'était de taffer et de ramener l'argent. Et c'est vraiment une réalité. Voilà, donc ça c'était l'histoire de Greg. Mais on pourrait parler de Nicolas. Moi, Nicolas, c'est un papa qui m'avait raconté qu'il voulait partir à 17h. Et il pouvait le faire au niveau juridique de son taf pour aller récupérer son fils à la crèche. Et en fait, il n'osait pas le faire. Il n'osait plus le faire. Il avait fait, mais il était tellement pointé du doigt par ses collègues, par l'équipe, par ses managers qu'il n'osait plus le faire. Voilà, alors qu'il avait le droit de le faire. Et là, on parle de collaborateurs, mais c'est pas si simple non plus quand on est manager. On a parlé tout à l'heure de Pierre-Édouard Battard, le PDG du Crédit Mutuel. OK, mais quand on est manager, c'est pas si simple. Et j'avais un témoignage, moi, de Julien, qui était manager et en fait, qui avait pris son congé paternité et qui l'avait super mal vécu parce qu'en fait, il était pris en étau entre sa hiérarchie, qui avait plutôt autour de 60 ans, et qui lui disait bouh, ça se fait pas, c'est pas bien, voilà, haute génération, et pris par son équipe de l'autre côté, en mode bouh, c'est pas bien, tu nous abandonnes et on va hyper mal vivre pendant un mois, comment on va faire sans toi et machin. Et donc, en fait, du coup, il était
à la base content de prendre son congé pat. Et en fait, pendant un mois, il a super mal vécu parce qu'en fait, il était tiraillé par toutes ces injonctions et par toutes ces pressions du haut comme du bas. Donc, effectivement, le vrai enjeu, c'est aujourd'hui à accompagner parce qu'on se rend compte que c'est loin d'être si facile que ça et qu'il y a encore une fois beaucoup de peur du jugement et d'autocensure. Euh, à cela, on peut aussi rajouter, dans le côté un peu contextualisation, une vraie envie d'unicité. Ça s'est beaucoup accéléré, effectivement, avec la crise du Covid et avec la fin du cloisonnement entre la vie pro et la vie perso. Moi, ce que j'aime à dire ce jour dans mes interventions, c'est dire qu'il n'y a pas la vie pro d'un côté, la vie perso de l'autre, il y a juste la vie. Et ça, c'est encore plus vrai sur les nouvelles générations. Moi, je vous disais tout à l'heure en introduction, dans mes activités, j'interviens en école supérieure et je vois, allez, on va dire, 1000 étudiants par an, facile. C'est un bon échantillon, certes, qui n'est pas complètement représentatif parce que c'est des écoles supérieures, donc OK. Ils ne se projettent évidemment pas entre 20 et 25 ans encore sur la parentalité, dans la grande majorité, mais certains si. Mais par contre, sur l'équipe de vie pro, vie perso, c'est hyper intéressant de les entendre sur le sujet. Et autant notre génération, quand on a 30-40 ans, l'équipe de vie pro, vie perso, c'est un besoin qu'on exprime. Eux, leur génération, ce n'est pas un besoin, hein. C'est un fait posé, implacable, non négociable. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça, les entreprises, si elles ne l'intègrent pas, bah forcément, ça va être un peu compliqué et ça va durcir le rapport de force qui s'est déjà en plus inversé entre les salariés et les entreprises de l'autre. Et ça, c'est très connecté aussi à la place du père, hein. Voilà, je ne fais pas une digression, c'est complètement connecté à la place du père. Donc voilà, je l'ai dit déjà plein de fois, vous voyez, c'est réécrit sur le slide. La place du père, c'est vraiment l'affaire de toutes et tous, et les femmes et les hommes, et les entreprises, les politiques, les médias et les professionnels de santé également. Et je voulais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse, effectivement, parce que là, on a parlé du congé paternité, on va en revenir dessus, mais sur le parcours prénatal. Et je suis en train de travailler sur le sujet. Je pense que ça va être, enfin, c'est pas, je pense, je pense que ça va être un de mes prochains engagements. Parce que c'est un sujet dont on ne parle absolument pas, de la place du père dans le parcours prénatal. Et pourtant, il est clé. Le parcours prénatal, c'est quoi, hein? C'est toute la partie grossesse, voire, on pourrait même, on le sait, de plus en plus de PMA. femmes. De plus en plus de femmes ont recours effectivement à la PMA. Et voilà, et donc là, c'est même l'avant-grossesse. Tout à fait, Lucie, tu as raison. Et en fait, dans ce parcours prénatal, on va l'appeler prénatal au global, finalement, c'est complètement le début, c'est l'ancrage des difficultés des pères à prendre leur juste place et finalement de l'inégalité entre les femmes et les hommes, pour deux raisons. Déjà, du côté des professionnels de santé. J'ai eu l'occasion d'intervenir auprès d'associations de sages-femmes, auprès du Grand Prix Evian, qui est organisé donc par Evian, mais pour les sages-femmes, auprès de CHU, notamment à Lille, et sur ce sujet de la place du père. Le constat, à la fin de mon intervention, à chaque fois, est le même. Une claque. Les professionnels de santé se disent oh, on n'a pas conscience. On n'a pas conscience de ça. Et en fait, on se rend compte qu'on ne s'adresse qu'aux femmes, qu'aux futures mamans. Il n'y a déjà pas si souvent que ça des pères qui sont présents dans le parcours prénatal sur les différents rendez-vous. Et quand ils sont présents, les professionnels de santé ne s'adressent quasiment uniquement aux mères. Ça sous-entend quoi? Pour les pères le peu de pères qui sont présents lors de ces rendez-vous, ils se disent apparemment, c'est pas à ma place. Ça dit des choses. Les professionnels de santé, quand on devient parent, encore une fois, même avant de devenir parent, ils font autorité. C'est des figures d'autorité. C'est eux les sachants. Et si les sachants ne considèrent pas le père à ce moment-là, Ouais, j'y avais jamais pensé, mais c'est dingue. on n'en Enfin, parle pas. Et c'est pour ça qu'il faut m'engager là-dessus, parce qu'effectivement, on n'en parle pas, je ne sais pas pourquoi. Et effectivement, du coup, les pères se disent, c'est pas mon sujet. J'ai des pédiatres en face, j'ai des sages-femmes, j'ai des professeurs en face de moi qui apparemment, sur 90% de l'entretien, s'adressent qu'à la maman. Donc voilà. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, il y a une vraie sensibilisation à faire auprès des professionnels de santé. Ça, c'est côté professionnel de santé. j'espère qu'Anne, je vais envoyer un message parce qu'Anna Roy est intervenue quand même au sommet, donc on va envoyer ta conf à Anna Roy pour qu'elle s'empare aussi de ce sujet. Parce que j'ai eu un accompagnement global, donc c'est vrai que c'était une seule sage-femme pour tout mon suivi, donc j'ai pas été hyper concernée par ça parce que forcément elle nous voyait tous les deux à chaque fois ou quasiment. Mais Et est-ce oui, qu'elle s'adressait? Vous voyez tous les deux, mais est-ce qu'elle s'adressait effectivement? c'était assez bien fait. Mais bon, voilà, on n'était que tous les deux, donc c'est un contexte encore un peu différent. Ouais. Mais je pense que dans la majorité des cas, enfin tout mon entourage, les rendez-vous, c'est maman qui y va et papa.
Et là, on a parlé de côté professionnel santé. Le Covid n'a pas aidé, hein. Pardon, excuse-moi. Non, c'est moi, je t'ai coupé. Je pense que le Covid n'a pas aidé ça aussi parce qu'il y a beaucoup de papas qui n'étaient pas reçus aux échos, machin, au rendez-vous. Les cours de prépa étaient soit en visio, soit en limité au strict minimum. Donc, c'est vrai que ça n'a pas dû aider non plus. Voilà, je ne sais pas que c'était, mais ça n'a pas dû. Voilà. Oui, oui, tu as raison, mais effectivement, je dis, moi, quand j'interviens auprès des professionnels de santé, vraiment, moi, mon constat, et je ne fais pas de généralisation, je veux toujours faire attention, évidemment, généralisation, et je ne suis pas en train de dire tous les professionnels de santé, évidemment pas, mais de façon un peu macro, un peu globale, à chaque fois, c'est pas qu'ils veulent pas, ils veulent pas mal faire, c'est juste qu'ils n'ont pas conscience qui reproduisent des choses qui existent depuis des siècles. C'est juste ça, hein. C'est juste ça, c'est par habitude en fait, c'est par schéma. Et effectivement, à la fin de mes interventions, ils disent ah ouais, bon, on fera plus jamais pareil en fait. On va faire différemment demain. C'est juste qu'on n'y avait même pas pensé en fait. Ça, c'est côté professionnel de santé. Et en fait, il y a l'effet miroir au niveau entreprise. Voilà, sur un parcours classique de grossesse, il y a 7 rendez-vous obligatoires. Il peut y en avoir bien plus. Et en fait, pour une maman qui travaille, c'est le cas de la majorité des mamans, mais en fait, c'est le début d'une solitude et c'est le début de la prise en compte et de la conscientisation de la galère pour organiser la vie pro-vie perso. Parce que, bah, du coup, alors que le père, lui, il n'est pas concerné. Il faut que je m'absente minimum un rendez-vous, enfin voilà, un rendez-vous par mois. Donc, il faut que je m'absente 7 rendez-vous. C'est pas toujours possible de le faire hors temps de travail. Donc, c'est sur le temps de travail. Comment j'en parle? Comment machin? Et donc, du coup, c'est le début de toute cette réflexion de dire ah là 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 là, mais en fait, c'est la galère. Par contre, pour les pères, c'est pas du tout le sujet. C'est le début, tout simplement, à mon sens, c'est le début vraiment de l'ancrage de la charge mentale. Parce que du coup, dans la majorité des cas, les futures mamans se retrouvent seules à ces rendez-vous-là. Comment je gère vis-à-vis de mon job et vis-à-vis de mon employeur, de mon manager. Et après, je suis lors du rendez-vous. Et là, je suis bombardé d'informations, notamment quand c'est le premier enfant, que je porte seule sur les épaules. Et donc, je deviens la sachante, celle qui sait et celle qui va donc faire. Et voilà. Et donc, on enclenche le truc après, le père qui dit comment on fait, comment ça. Si on veut changer les choses, c'est à la source, c'est à la base. Alors, en vrai, on pourrait même remonter plus loin et on pourrait monter à l'école, hein, mais ce n'est pas notre sujet. Mais les stéréotypes de genre, on sait qu'ils se prennent leur place dès l'école. Le terrain de foot qui fait 90% de l'espace de la cour de récré et que les filles n'ont que 10% pour jouer, elles, de leur côté. Et que du coup, le message envoyé, c'est moi, en tant que femme, j'ai moins d'espace pour prendre ma juste place. Donc, mais c'est l'effet. Enfin, moi, c'est parce que j'interviens beaucoup sur ces sujets. Donc voilà. Mais, et oui, moi, je pleure. Je suis quelqu'un qui est très empathique et très sensible. Donc je pleure beaucoup aussi sur tes sujets. On va pleurer ensemble. Attends, je prends les mouchoirs. Pardon, c'était pas l'objet de vous faire pleurer. Mais c'est intéressant de prendre conscience, à mon sens, de prendre conscience de tout ça. Donc on pourrait remonter effectivement dès l'école. Mais déjà, là, si on s'adresse aux parents, je pense qu'il y a une vraie action à mener effectivement lors du parcours prénatal parce que c'est vraiment le début. Et en fait, c'est comment ça se crée dès le début. Et donc, effectivement, au-delà dans ce contexte-là, c'est quoi les solutions, hein, d'où le bas de mon slide, sensibiliser les professionnels de santé et pour qu'ils s'adressent effectivement aux deux parents, aux coparents, et sensibiliser en entreprise pour autoriser, voire encourager les pères à s'absenter lors de ces 7 rendez-vous médicaux parce que justement, l'égalité, le début de l'égalité et le début de la prise en compte de ce qui se passe, ça va se passer à ce moment-là. Deux petites références aux autres conférences. On a pas mal parlé de ces sujets, de l'intérêt de l'implication du papa ou du coparent avec Delphine et Marion lors de la première conférence. Justement, Delphine, qui est Kramzor, nous disait qu'elle, souvent, elle prend le papa au début, ou en tout cas le coparent, et qu'elle lui montre, en fait, pendant que la maman se repose. Ouais. Et en fait, elle dit que ça change beaucoup la dynamique et que quand il rentre à la maison, c'est elle monte les couches, elle monte là, et presque le père devient le sachant. Je dis le père, mais on sait qu'aux parents, c'est pareil. Ouais. Et on en a beaucoup parlé aussi ce matin avec Muriel. On a parlé de comment je prépare mon postpartum avec le papa. Ouais. Parce que, comme on dit, en fait, la charge, elle vient de là. Et donc, l'idée, c'est de les investir le plus tôt possible. Et c'est très bien que tu parles des rendez-vous parce qu'on ne l'avait pas beaucoup évoqué. Ouais. Mais aussi de comment je prépare le coparent, comment je prépare ensemble le postpartum parce que c'est pas que maman qui lit le livre du mois d'or et qui va ensuite aller rester au lit, quoi. Donc super, ça fait une bonne boucle avec les autres.
Génial. Et les choses bougent quand même, encore une fois, parce que là, c'est vrai que j'ai dressé un portrait un peu, voilà, et enfin, une photographie un peu raide, mais parce que je pense que c'est important, encore une fois, on est encore dans un moment de sensibilisation, donc c'est important, mais les choses bougent. Et le congé paternité a aidé. J'ai échangé il y a peu avec une consultante parentalité, et elle me disait que depuis l'augmentation de la durée du congé paternité, en fait, avant, on n'avait que les mamans qu'elle accompagnait, et en fait, là, dans la majorité des cas, elle avait les deux parents. Donc le père ou la mère ou les coparents, ce qui n'était pas le cas. Et le congé paternité a permis ça. Et du coup, elle dit, en fait, je vois ce que ça génère, c'est quoi? C'est beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus d'apaisement, parce qu'on est deux à porter le sujet, c'est pas juste une personne. Et ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'elle voyait vraiment l'émergence d'un modèle de coparentalité dont on parle depuis des années, mais qui a bien du mal à se mettre en œuvre. Et là, elle voyait vraiment le congé paternité. Elle voyait une évolution très, très forte depuis le congé paternité. Du coup, le congé paternité, effectivement, qui est un outil, à mon sens, voilà, c'est un pont pour faire bouger les choses. Peut-être rapidement, je pense que c'est pas non plus complètement l'objet là, mais le congé paternité, enfin, l'augmentation, pardon, excusez-moi, l'augmentation de la durée du congé paternité en France, ça naît d'une volonté européenne en 2019 où il y avait un constat, il y avait des vrais écarts, vous savez, entre les pays scandinaves et les autres. Et donc, du coup, il y a eu une vraie action qui était de dire il faut qu'en 2022, tous les pays aient un minimum d'Europe et un minimum 10 jours de congé paternité. Voilà. Et donc, la France, voilà, elle s'est juste saisie du sujet. Elle voulait pas être un mauvais élève. Elle a réussi à trouver une solution un peu médiane. Donc, on n'est pas du tout, même avec un mois de congé paternité, sur les modèles scandinaves. On n'est pas non plus sur les modèles voilà, de très peu de congé paternité. Elle est un peu entre les deux. Moi, j'aime beaucoup le modèle espagnol que j'ai trouvé toujours hyper intéressant sur le congé paternité où en fait ils ont mis en place un système progressiste, ça par étapes. Ils sont passés d'abord à un mois de congé paternité, l'année d'après ça passait à 2 mois pour finir à 3 mois et l'année encore d'après à 16 semaines. Et je trouvais que c'était très intéressant ce système sur 4 ans de le monter progressivement parce que ça permet à la société dans son ensemble, aux femmes, aux hommes, à l'entreprise de s'en saisir et de s'y habituer. Pardon, Lucille? Non, de s'adapter, au final, tout le monde avance et s'adapte parce que c'est quand même un gros changement de Absolument. société, donc c'est pas anodin. La Grèce, ils sont pas mal, hein, belle La Grèce, ils sont pas mal. Ouais, ouais, performance. c'est la Grèce. Ouais, ouais. No comment. Les congés paternité, peut-être un petit point sur les impacts, voilà, pour sensibiliser encore une fois les hommes à prendre leur congé paternité. On le sait, et je l'ai dit un petit peu en introduction, il y a un impact énorme en termes d'égalité entre les femmes et les hommes. L'enjeu, il est quand même énormément ici, aussi bien à la maison, dans la vie perso, si je schématise, en entreprise, en organisation, tout le monde ne bosse pas en entreprise, ça peut être en collectivité, en association, peu importe. Vous le savez, et peut-être qu'il y a eu des conférences qui en ont parlé aujourd'hui encore, et on a cru que ça allait changer avec le Covid, enfin avec les confinements, et loin de là. C'est même plutôt l'inverse, 70% des tâches familiales et domestiques sont encore réalisées et portées par les femmes. Et du coup, ça engendre quoi? Ça engendre que la charge mentale repose énormément sur les femmes avec les hommes qui sont relayés. Ils sont relayés ou ils se relayent eux-mêmes, hein, on est d'accord. Parfois, on les aide pas trop, hein. Un rôle d'exécutant. Ouais, alors, moi, c'est aussi. Les deux. Les deux. Ouais, voilà, c'est ça. Encore une fois, alors moi, c'est parce que moi, j'ai vraiment un propos qui est de dire on n'oppose pas et c'est chacun. Et je pense que tout le monde a sa part de responsabilité. Moi, je crois beaucoup à l'idée de co-responsabilité. Et évidemment, les hommes ont une grosse part de responsabilité parce que c'est à eux de prendre leur place. J'observe aussi souvent qu'il y a des mamans qui ont du mal à laisser la place aussi au père. Parce que ça sera mieux fait, parce que plus de temps, et donc du coup plus l'habitude, et donc du coup là ça chante comme tu disais Lucille, et donc du coup bah, je fais, et non de toute façon tu fais pas bien, donc vaut mieux que je passe. Et ça c'est, je comprends le fonctionnement, je comprends le raisonnement, mais finalement il est pas si aidant que ça parce qu'au bout d'un moment en fait le père il se dit bon bah apparemment je fais jamais bien et donc je lâche. Ouais. Bah, je l'ai fait pour mon premier, j'étais celle-ci, celle qui savait forcément mieux que lui. Donc, allez, laisse-moi faire. C'est ça. Et c'est d'accepter effectivement que ça sera fait différemment.
Peut-être moins bien, peut-être, ok. Mais Différemment, ouais, c'est différent. Enfin, je l'ai dit hier dans un exemple, voilà, ma fille, quand elle part chez la nounou et Célina l'avait partagé, bah, je pense que la nounou sait quand c'est mon mari qui l'a habillée ou quand c'est moi. Mais bon, elle est habillée et elle n'est pas en short quand il fait 2 degrés, donc tout va bien, hein. Mais c'est c'est vrai que l'essentiel. moi, ça me pique les yeux quand je rentre. Quoi. Ah, mais pourquoi tu l'habilles comme ça? Voilà, je C'est pas comprends. très grave. C'est Mais pas très enfin, et en soi, c'est pas très grave, c'est parce grave. qu'effectivement, à la limite, c'est mieux qu'au moins il le fait. Et Oui, moi, oui, il c'est clair. habille mal. Ok, la brigade du style, elle est en colère. Mais c'est pas grave, à la limite, au moins il fait. Euh, un point important, mais parce que enfin, pour moi en tous les cas, mais je sais qu'Alex de Papa Plume le partage, on en parle. Les mots ont un sens. On a une chance folle en France d'avoir un langage qui est très riche, qui est très soutenu, et les mots ont un sens. Attention, attention, un père n'aide pas la maman. Voilà, quand on dit j'aide, ça sous-entend du coup que la mère, elle est au-dessus, et donc c'est ce qui engendre la charge mentale. Elle est au-dessus, elle sait, elle pense, et le mec, le père, il est là en mode est-ce que je peux t'aider? Ah ouais, tu peux m'aider. Ok, bah d'accord, je fais. Ouais, mais non, en fait, c'est pas ça. Et là, on est dans un rôle d'exécutant. Si on veut sortir de ça, effectivement, le père doit prendre absolument toute sa place. On fait un enfant à deux, on l'éduque. Dans la majorité des cas, on l'éduque. On fait un enfant à deux, pardon, dans la majorité des cas, et donc on l'éduque à deux aussi. Et le père, il n'est pas là juste pour aider. Parce que justement, c'est pas aidant pour la maman. L'importance du congé paternité pour l'égalité femmes-hommes à la maison, c'est qu'il génère une dynamique. Si le père est présent durant un mois, alors le congé, il est fractionnable. Hein, voilà. Moi, j'encourage plutôt, notamment pour le premier enfant, à prendre les un mois d'affilée. C'est le seul moyen de comprendre complètement ce qui se passe, les enjeux. Parce que si on est là 7 jours, parce que je vous rappelle, il y a 3 jours de congé naissance et 4 jours, il y a juste 4 jours de congé obligatoire. Si on prend juste les 7 jours, en fait, on n'a pas le temps de s'immerger, on n'a pas le temps de comprendre. Et du coup, on rentre du taf en disant je comprends pas pourquoi l'appart il est en bordel, pourquoi putain la bouffe elle est pas prête, ok je vais m'y mettre, machin, rien. Ouais, non, 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 non. Passons un mois, les mains, comme je dis, pardon, désolé pour l'image, mais les mains dans les couches pour vraiment comprendre ce que c'est la fatigue, le rythme, qu'on a juste 0 temps, que quand on devient parent, il y a ce truc un peu fou que le temps, poup, il est absorbé. Et en fait, il faut le vivre pour comprendre. Ça nous est tous arrivé quand on échange avec des futurs parents et qu'on essaye de les sensibiliser, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en fait, les gens comprennent que, enfin, et dans toutes les situations, au-delà de la parentalité, on ne comprend que quand on vit les choses. Et donc, encore une fois, pour créer cette dynamique positive, le père, il doit être présent durant le premier mois pour plein de raisons. Et effectivement, on peut imaginer que cette dynamique, en fait, elle se crée et que du coup, il y a une égalité au quotidien après qui va se mettre en œuvre. Et c'est parce que moi, je suis en positif, mais j'y crois fortement. Si nos enfants nous voient une répartition égalitaire, en fait, pour eux, ça va être un référentiel. Et il y a fort à parier qu'une fois adultes, ils reproduiront la même chose. Je sais, c'est loin. Là, on parle de. Ça veut dire que ce qu'on fait, c'est pour dans 20 ans, dans 30 ans. Ça nous paraît super loin comme engagement, comme combat. Mais pourtant, élever des enfants, c'est ça. C'est aussi se dire, en, élever des enfants avec des convictions, c'est quel monde j'ai envie de co-construire demain. Donc en fait, voilà, cette notion d'égalitaire, de se dire je propose un modèle égalitaire aujourd'hui à mes enfants, pour demain, à mon sens, elle est clé. Et je trouve que le père, moi j'ai vécu les deux. Hein. Pour mon premier, mon mari s'est arrêté 7 jours. Donc bon, il s'est pas arrêté quoi. Et pour ma fille, c'était avant la loi, mais c'était une condition sine qua non de faire un deuxième. C'était tu vas t'arrêter pendant un mois. Voilà. Et en fait, rien que le rapport à l'enfant est hyper différent. Enfin, il a su endormir notre fille, la calmer. Bon, elle était allaitée, donc il ne donnait pas à manger, mais et en fait, je voyais bien qu'avec mon fils, il avait beaucoup plus de mal, il ne le comprenait pas, et donc j'avais un rôle encore plus important. Donc, je trouve que ça a un gros impact aussi sur le rapport avec l'enfant. Donc, c'est vraiment pas anodin. C'est pas que il est là pour jouer son rôle de père, il est là pour vraiment jouer un rôle auprès de l'enfant et prendre sa place, en fait. Donc, c'est pas anodin pour l'enfant. Et par rapport à ton deuxième point, je sais plus ce que tu as dit. Ah, je ne sais plus. Bon, ça reviendra Sur après. la dynamique positive, sur Ah l'égalité. oui, oui, j'en ai parlé. Pour moi, on, on peut essayer de faire bouger les lignes aujourd'hui sur, comme tu disais, les codires qui ont 60 ans. Je pense que c'est un peu peine perdue, même si oui, il faut rester positif, mais ils ne changeront pas. C'est comme sur l'éducation positive, ça ne sert à rien qu'on les assème et qu'on leur dise qu'il faut arrêter de taper les enfants. Je pense qu'ils comprendront, ils comprennent pas, même si il faut continuer, évidemment.
Mais enfin, l'avenir, elle est derrière, enfin, c'est nos enfants, quoi. Donc, l'enfant, comme j'aime bien cette phrase, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et c'est comme tu dis, en voyant papa qui change des couches, vide la vaisselle, fait les machines, amène les enfants à l'école, finit plus tôt, gère les vacances, que ça va changer, en fait. On offre un poupon à un bébé, et que ce soit une fille ou un garçon, bref. Et c'est comme ça que ça va bouger. Enfin, ça, pour le coup, j'y crois encore plus, même si je suis quand même de nature optimiste. Je pense qu'il y a certaines populations Bien sûr, qui ne changeront pas. bien Donc, sûr. Et on voit de toute façon que la nouvelle génération, elle a pas. Après, pareil, enfin, pareil, un peu de nuance, mais on voit que la nouvelle génération, elle aborde les choses de façon différente. Pour autant, attention quand même. C'est pas si vrai que ça. C'est pas si vrai que ça. Il y a beaucoup de choses qui sont très ancrées. C'est pas notre sujet, mais il y a eu, voilà, je pense qu'on beaucoup ont vu le rapport à la haute égalité qui est sorti fin janvier, voilà, avec des chiffres absolument pour le coup, qui font pleurer, qui dressent les poils. Juste un chiffre, pour 25% des 18-25 ans, 25%, donc 1 sur 4, c'est normal de mettre une claque à sa femme. Voilà. Et pour encore plus, le pourcentage les plus en tête, il est encore plus nombreux sur les 18-25 ans, c'est à la femme de gérer le foyer, de gérer la bouffe. Je crois qu'on est quasiment sur du 50%. Donc attention à se dire oui, ça change, les nouvelles générations changent. Encore une fois, moi j'en côtoie énormément et je vois effectivement qu'il y a un changement, que ce sujet de l'égalité, il est en eux. Pour autant, dans la réalité, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. ouais. Voilà. On a parlé de l'égalité à la maison. Voilà, je vois le temps qui file, mais c'est pas grave. C'est parce que, en plus, je suis un passionné, donc je m'emballe des fois, je fais des digressions, mais c'est pas grave. On parle de ce dont on a le temps de parler, c'est OK. Il y a le sujet égalité femmes-hommes à la maison, mais il y a le sujet évidemment femmes-hommes en entreprise. J'en ai parlé un petit peu en introduction. Voilà, l'idée, c'est de transformer le risque maternité en risque parentalité qui n'est plus un risque parce qu'il est posé. Pareil, des chiffres, quelques chiffres. J'ai essayé de faire attention de ne pas vous mitrailler de chiffres. La différence de rémunération, avec job égal et compétences égales entre les femmes et les hommes, elle est de 20% en France en 2023, ce qui est absolument, enfin, moi, voilà, c'est insupportable pour moi. Si on creuse ce chiffre, on se rend compte que en début de carrière, il n'est que, je mets des gros guillemets, de 4%. Il y a quand même une différence de 4% qui n'est absolument pas justifiable, mais elle n'est que, vraiment, je mets des guillemets, de 4%. Et en fait, le décrochage, il se fait quand? Il se fait au moment de la maternité, où là, ça chute complètement et ça s'inscrit dans le temps après. Euh, Autre élément de chiffre, 50% des femmes diminuent leur activité à la naissance du premier enfant et passent à 80%. À l'inverse, les hommes, c'est 1 sur 9, donc c'est 13%. Donc, ils restent dans cette dynamique de surinvestissement au travail. Si on rajoute la différence de 80% de rémunération, la différence avec la baisse de temps de travail, elle a un impact évidemment du coup sur la rémunération, sur l'instant T, mais évidemment sur toute la carrière, parce que du coup, on est en plein dedans, moins de cotisations en retraite, moins de cotisations de trimestre, moins de tout ça. Donc en fait, ça engendre vraiment la précarisation des femmes sur la durée. On ajoute à ça dans l'équation, mais un couple sur deux qui se sépare. Et du coup, vous avez probablement entendu parler, peut-être que ça a été évoqué lors de certaines conférences, de la théorie des pots de yaourt, qui dit quoi? Qui dit que les hommes sont ceux qui investissent dans le durable, l'appartement, la maison, la voiture, et les femmes investissent dans le consommable. Un couple sur deux qui se sépare, à la séparation, l'homme il repart avec sa bagnole et avec son toit, et la femme elle reste avec ses pots de yaourt vides. Et là, il y a un vrai sujet là aussi, encore une fois, de changer le regard de la société sur la paternité. Ça va changer le regard sur cette notion d'égalité aussi au quotidien, dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans la gestion du quotidien. Et c'est essentiel. Il y a, à mon avis, un vrai sujet à ouvrir là-dessus, sur l'éducation des femmes à l'argent. C'est un vrai tabou en France de parler d'argent, c'est culturel, on n'est pas du tout comme aux US. Et pourtant, les impacts, ils sont très, très forts. Et la précarisation des femmes, c'est un vrai sujet. Et ça peut vous paraître éloigné, mais non, le sujet de la paternité, en fait, est très connecté à ça. Encore une fois, si on change le regard de la société sur la paternité et donc sur la place du père, on va impacter sur cette notion d'égalité. Je pensais que tu voulais rebondir, Lucide, pardon. Mais c'est très intéressant. Les différents impacts positifs sur le congé paternité, Lucille, tu en as parlé, je vais le faire très rapidement du coup, mais effectivement, il y a plein d'impacts positifs pour les enfants, on le sait, moins de stress, des figures d'attachement fortes, l'exemple de parents égaux face au travail domestique. Voilà, il y a le lien d'attachement également qui se crée, tu en as parlé très très bien, Lucille.
L'homme, il porte pas le bébé. Et effectivement, donc pendant 9 mois, il y a un lien qui se crée entre la maman et enfin la future maman et le bébé pour le père. Bah, ce mois de congé paternité, il est essentiel justement pour ça, pour créer ce lien-là. Des liens, des impacts très positifs pour les parents et pour le couple. Hein, on le sait, pour le couple, bah, moins de stress, meilleur équilibre de vie pro, vie perso, meilleure, plus grande égalité, meilleure compréhension mutuelle. Encore une fois, quand le père il est là pendant un mois, bah, il comprend la réalité de ce que c'est d'avoir un enfant au quotidien à la maison, il comprend la fatigue, il comprend tout ça, ça abîme moins le couple, ça préserve le couple. Un couple sur deux qui se sépare, mais un sur trois sur la première année de l'enfant. Ces chiffres-là, ils sont ouf. Ils sont ouf. Et je suis persuadé, c'est une conviction, hein, je ne dis pas avoir raison, c'est ma vérité, mais je suis persuadé que c'est aussi très lié à l'absence de la place du père. Parce que du coup, ça génère des conflits, ça génère des tensions parce que le père ne comprend pas, parce qu'il n'est juste pas présent. Prendre sa place de père, c'est bien pour l'enfant, mais c'est bon pour le couple. Ça permet de moins l'abîmer parce qu'on se comprend, on parle un langage commun, on crée un référentiel commun. Donc, c'est essentiel vraiment et également pour le couple. Évidemment, l'impact positif pour la maman. Je sais que des conférences étaient organisées par les filles sur le sujet durant ces 4 jours, sur la dépression postpartum. C'est pas rien, hein, une grossesse de 9 mois, évidemment. Bah, un père qui est présent pendant un mois, c'est plus de soutien, c'est une meilleure récupération de la maman et du coup, c'est une meilleure répartition de la charge mentale dès le début. Et là aussi, ça permet tout simplement de moins abîmer le couple sur la durée. Et pour le papa, on en a parlé, bah, ça permet tout simplement d'enfiler son costume de papa, de faire un lien avec le bébé, d'assumer sa part. Voilà, moi je dis toujours, on ne naît pas papa, mais Alex le dit aussi, on ne naît pas papa, on le devient. Et donc pour ça, bah, voilà, le congé paternité permet de rentrer dans son costume de papa, de mettre les mains dans les couches, pardon pour l'image, mais vraiment voilà, d'être dans la réalité, d'être tout simplement dans la réalité dans le quotidien. Pour l'entreprise, on en a parlé, puis c'est un peu moins notre objet. Peut-être, est-ce qu'il y a je ne sais pas, Lucie, peut-être s'il y a des questions, je ne sais pas. Il n'y a pas de question. Je pense que c'est très clair. Après, n'hésitez pas. Il y a pas mal, il y a quelques personnes qui sont connectées. Donc, n'hésitez pas à vous utiliser en dessous la bulle avec marqué Q&R. Donc, poser les questions, les commentaires, les avis. Enfin, bref, n'hésitez pas à rebondir. On va continuer la presse, mais n'hésitez pas. Et y compris des avis, vous n'êtes pas d'accord, c'est hyper OK. Hein, le débat, c'est ça. Évidemment. C'est hyper intéressant d'avoir aussi peut-être, voilà. Ça peut être intéressant peut-être aussi d'avoir des retours, des témoignages sur la façon, peut-être, si on n'est plus sur des mamans, sur est-ce que vos conjoints, enfin vos compagnons, vos conjoints vont prendre leur congé paternité? Est-ce que c'est facile, pas facile? Est-ce qu'ils se sont posé la question? Ça peut être aussi intéressant là-dessus. Euh, Je pense qu'on a un papa parce qu'il y a un Aurélien qui est connecté. Donc, Ah, super. enfin, je suppose qu'il est papa. Ok. Je sais qu'on a des femmes enceintes, vu les prénoms, et qu'on a, oui, on a un petit peu de tout. Donc, allez-y, dites-nous ce que vous en pensez, si ça a été facile de prendre votre congé paternité, si votre mari, si vous êtes là en tant que femme et que le coparent n'est pas là, s'il l'a pris, enfin, bref, dites-nous. Absolument. C'est Là, pas. je suis en train d'écrire un article sur les phrases qu'on ne souhaite plus entendre en entreprise. Les phrases dites à un papa qu'on ne souhaite plus entendre, du style effectivement, bah, d'où tu veux prendre ton congé paternité, c'est pas toi qui as porté l'enfant, du style d'où tu pars à 17h pour aller chercher ta fille à la crèche, voilà. La femme. C'est le rôle de la femme. Et en fait, ces phrases-là, elles peuvent paraître hyper caricaturales. Donc, j'essaie de mettre de la nuance dans l'article parce que si on est trop caricatural, du coup, ça parle pas parce qu'en fait, on dit que c'est extrême. Mais malheureusement, c'est pas si caricatural, pardon, que ça. C'est aussi encore vraiment une réalité. Encore une fois, on parle de plus en plus de la place du père et c'est chouette. Attention à toutes les disparités. Tous les parents ne vivent pas à Paris, ne bossent pas dans des grandes entreprises qui sont. Je pense aux banques, je pense à des startups, je pense à des L'Oréal. Et c'est génial, ces boîtes-là, elles font beaucoup de choses et elles mettent le mouvement. Mais c'est loin d'être la majorité des cas, encore une fois. Et c'est toujours important de prendre en compte, à mon sens, la disparité de ce qu'est la France en termes de territoire, en termes de job, voilà, et du coup en termes de situations qui sont vécues, qui sont très, très, très différentes. Je pense que c'est important. Je vais peut-être passer sur les modalités du congé pat, hein, parce que voilà, enfin, sauf si tu me dis l'inverse, mais voilà, juste encore une fois, sur les 28 jours, il y a 4 jours obligatoires qui sont à poser immédiatement après la naissance, et après le congé paternité est fractionnable
d'une durée minimale de 5 jours sur les 6 mois après la naissance. Sur les 6 mois après la naissance. Moi, mon conseil, mais il y a plusieurs équipes et c'est juste un conseil. D'ailleurs, pardon, parce que c'était un conseil non sollicité. Voilà, c'est que je pense que pour le premier enfant, c'est quand même très pertinent de prendre le congé paternité en entier pour vraiment créer cette dynamique-là. Ça peut être différent pour le deuxième enfant ou le troisième enfant, peut-être de le fractionner avec les vacances en fonction peut-être du retour après le congé mat, la reprise du boulot de la maman. Et donc, du coup, le père, il va reposer peut-être 15 jours pour refaire un lien derrière. Et lui, du coup, se retrouver seul. C'est pertinent aussi comme modèle, que le père se retrouve seul. Parce que quand on parle du congé paternité, à le prendre sur le premier mois, du coup, on est ensemble en famille et c'est précieux. Mais faire en sorte que le père se retrouve seul avec l'enfant, c'est aussi Voilà. un bon exercice. Après, moi, je sais que j'ai beaucoup apprécié qu'il soit là. Donc, je ne l'ai pas vécu pour le premier, mais pour la deuxième, parce que j'avais justement mon fils qui avait même pas 3 ans. Et ne serait-ce qu'aller le chercher chez la nounou et le gérer de 17h30 à 20h, l'heure où il rentre habituellement, c'était chaud. Donc, c'est vrai que j'ai apprécié qu'il soit là pendant moi. Et il a même augmenté. Il a pris presque 2 mois parce que ma nounou a été en vacances après ce mois. Donc, je lui ai dit clairement, je ne me sens pas de garder les deux. Bah, bien sûr, je peux. Ouais. 3 ans et 1 mois, je ne me sentais pas. Donc, il a rajouté et j'avoue que j'ai apprécié d'avoir 2 mois où j'étais toujours soutenue. Alors, au début, ma mère et puis après mon conjoint, Absolument. même si c'était un deuxième. Ouais, tout à fait, tout à fait. Oui, non, je disais ça pour ouvrir les champs des Ouais. possibles. Évidemment, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je crois vraiment à cette idée, c'est à chacun de créer sa vérité. Voilà, et je pense que là, toutes les conférences là sur les 4 jours, ça donne des outils, ça donne des inspirations. Enfin, voilà, moi, je milite effectivement sur le nombre d'injonctions qu'on se ressent en tant que parent. Et tout l'enjeu, c'est de piocher. On est dans une époque où on n'a jamais eu un accès aussi simple à la connaissance, et c'est génial. Attention à que cette connaissance ne soit pas écrasante. En disant il faut faire ci, il faut faire ça. On sait aussi, il y a des tendances où on dit des choses pendant 10 ans, puis après on va dire l'inverse pendant 10 ans. On dit ah mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça a changé, je ne comprends pas pourquoi. Et voilà. Et donc l'idée, c'est, je pense, effectivement, encore une fois, c'est de s'inspirer, c'est de piocher pour se créer sa vérité, ce qui fonctionne pour soi en fonction de qui on est, sans quoi on croit. L'objectif du sommet, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles, ouvrir le dialogue, se rendre compte des enjeux sur lesquels on ne se pose pas vraiment, comme ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, ce qu'on a évoqué autour du baby clash, ce qu'on a évoqué autour. Il y a plein de sujets qui sont un peu plus macro. On n'a pas le temps quand on a la tête dans le guidon en tant que parent. Voilà. Tout à fait. Je vois qu'il est l'heure. Voilà, moi j'avais une dernière partie sur le congé pat sur l'entreprise, mais c'est peut-être sur comment justement l'anticiper, le préparer, peut-être juste en une phrase. En une phrase, vas-y, go. En une phrase, rappeler que le congé paternité, il s'anticipe. C'est pas une grippe qui arrive d'un seul coup. C'est pas j'ai glissé sur une bouche d'égout, je peux plus venir demain. Il y a 9 mois de grossesse. On va dire qu'on n'en parle pas sur les 3 premiers mois, mais en tous les cas on peut l'anticiper. Et ça, c'est important à prendre en compte, qu'on soit collaborateur, manager, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, ça s'anticipe. Je dis ça pour enlever de la culpabilité. On a effectivement 4 mois, 5 mois pour en parler à son boss, à son RH, à son manager. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait on transmet les dossiers. Sur un congé mat, parfois les entreprises, elles recrutent un CDD parce que c'est une absence de 3 mois, 4 mois. Sur un congé pat, sur un mois, c'est peu le cas. Après un mois, des fois, c'est un mois de congé l'été et la vie, elle continue de tourner. Donc, à un moment donné, on remet les choses à leur juste place. On parle juste d'un mois. Voilà. Mais ce que je veux dire surtout, c'est ça s'anticipe. Ça s'anticipe. Et après, j'avais des éléments sur la place du père, sur la vie perso. Mais nous arrivons enfin, je crois, de timing, mais tout va bien. Sur la partie anticipation, il y a Essence, le cabinet Essence qui était intervenu sur la reprise. On avait plutôt focusé sur la maman. Mais un des points qu'elle avait souligné et qui est autant valable pour le papa, c'est un des premiers problèmes des entreprises, c'est les incertitudes. Notamment, est-ce que la femme va prendre son congé maternité? Enfin, est-ce qu'elle va le prolonger? Est-ce qu'elle va prendre un congé parental? Et je pense que, comme tu dis, si le papa, il anticipe et qu'il est clair, voilà, pas le début de la grossesse, mais rapidement, il dit, bah voilà, moi, je vais prendre mon congé paternité, ça devrait commencer aux alentours de telle date et je vais revenir aux alentours. Je pense que les entreprises, elles sont, ça dépend des contextes, on l'a dit, mais quand c'est plutôt bienveillant, au moins, ils savent, voilà, et on peut s'organiser, l'équipe peut, le manager au-dessus peut peut-être prendre plus de temps à ce moment-là pour gérer l'équipe, enfin bref.
Mais l'incertitude est dure pour les entreprises. Donc, forcément, plus vous allez venir en amont et être dans une démarche bienveillante de co-construction, voilà, je vais m'en aller, il faut qu'on organise l'équipe différemment. Je pense que ça sera mieux vu et plus facile pour tout le monde, que ce soit au-dessus de vous ou en dessous de vous. Je te rejoins pleinement. Moi j'interviens voilà, en entreprise, en conférence, mais je forme aussi des managers sur des ateliers parentalité, paternité sur 3 heures et demie. Et en fait, le constat que je fais actuellement à chaque fois, pareil, pas de généralisation, mais dans la majorité des cas, il n'y a pas de mauvaise volonté des managers. Il y a juste une méconnaissance et une peur. Encore une fois, moi, je crois beaucoup à la sensibilisation et avec cette idée, je pense, de switcher, en fait, de transformer quelque chose qui peut être perçu comme une contrainte, comme un élément positif et constructif. Oui, un mois de congé paternité, ça s'anticipe. Ça s'anticipe et donc ça peut ne pas trop déstructurer l'équipe. Oui, un mois de congé paternité, ça permet aussi de générer des nouvelles compétences. Je vous la raconte hyper brève. J'avais interviewé un papa qui s'appelle Gabriel. Il était ingénieur. Il voulait devenir manager. Ses boss lui disaient, mais alors, tu n'as pas du tout les compétences pour être manager, en fait, mec. Donc, non. Quelques temps après, il devient papa et il décide de prendre non pas un congé paternité, mais un congé parental de 4 mois. 4 mois où il est en full-time avec sa fille. Congé parental très peu rémunéré. Donc, en fait, ils sont obligés de faire des gros ajustements, vendre leur baraque, machin. Mais parce que, bref, c'était un vrai souhait. Après les 4 mois, il reprend le chemin de l'entreprise. Au bout de quelques semaines, il est convoqué par ses boss. Et ses boss lui disent, tu sais, Gabriel, tu nous avais demandé d'être manager, on t'avait dit non. Tu as pris ton congé parental. Aujourd'hui, on te propose de devenir manager. Durant tes 4 mois, c'est une histoire vraie, hein, ce n'est pas une histoire pour faire du ya. Tu as développé pendant ton congé parental des compétences que tu n'avais pas avant et qui sont nécessaires au job de manager. Tu as développé de l'empathie, de l'organisation, de l'anticipation, de la créativité, tout un tas de compétences que tu n'avais pas. Ça, c'est un discours que je tiens en entreprise et qui fonctionne. Être un père impliqué, engagé, ça ne s'oppose pas au monde de l'entreprise. Ça permet de développer des compétences dont on a besoin en entreprise. Donc, encore une fois, il y a une méconnaissance. Il y a plus une méconnaissance et des peurs de la part des entreprises, dans la grande majorité des cas, quand on leur explique, quand on les sensibilise, quand on leur donne des outils, globalement, le retour à chaque fois, il est « mais ouais, de ouf, je vais encourager tous mes collabs à prendre leur congé pat ». Là, moi, je travaille avec une très grosse entreprise française, ils veulent que 100% industriels, donc 90% d'hommes, ils veulent que 100% des hommes prennent leur congé paternité, 100%. Et donc, on est en train de réfléchir à quel outil on peut mettre en place. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, ça bouge et qu'il y a un vrai besoin, encore une fois, de sensibilisation. Et pour rebondir par rapport au témoignage du papa, Marianne, donc la femme d'Alexandre de Papa Plume, a eu une promotion à son retour de congé maternité. Ouais. Donc, c'est pour les mêmes raisons. Elle avait développé des choses qui faisaient qu'elle avait maintenant les compétences, les épaules et tout ça pour assumer son rôle de manager. Donc, ça existe, c'est possible. Et voilà. Moi, je raconte toujours, franchement, moi, la patience, ça ne faisait pas du tout partie de mes compétences, hein, on ne va pas se mentir, du tout. Et quand j'étais salarié, puisque du coup, j'ai connu salarié, vie sans enfant, et puis là, je suis indépendant depuis que je suis papa. Et vraiment, quand je regarde dans le rétro, le nombre de conflits que j'ai parfois moi-même générés par mon manque de patience, parce que ça n'allait pas assez vite auprès de mes équipes, de mes clients, de mes prestataires, de mes collègues, peu importe. Et de par mon impatience exprimée, en fait, ça générait des tensions ou des conflits. Je suis quelqu'un qui est absolument pas violent, donc pas des conflits de foufou, mais ça, des crispations dans tous les cas. Voilà, pas de jumeaux. Comment vous dire que la patience, ça fait partie des piliers, mais même quand on n'a qu'un enfant, hein, mais voilà, avec des jumeaux encore plus, c'est un des piliers sur lequel, un peu en mode pilier Koh-Lanta, sur lequel on doit tenir absolument. Et j'ai vraiment développé cette compétence-là de patience. Et je le vois, mais tout le temps dans mon quotidien professionnel, comment cette nouvelle compétence, elle m'est utile. Et quand je ne gère pas du tout les choses de la même façon, tout comme le lâcher prise. Quand on est parent, il y a quand même un truc qui est de dire, là, j'ai des amis très très proches qui viennent de devenir parents et ça fait 1 an, de jumeaux aussi, de jumelles en l'occurrence, et ils sont en train de prendre conscience, juste au bout d'1 an, qu'ils ne peuvent plus tout maîtriser. Parce qu'avoir des enfants, c'est ça, c'est lâcher prise. On ne peut plus tout maîtriser. Et ça, c'est dur pour certains, pas pour tout le monde, ça dépend de comment chacun est fait, mais pour certains d'entre nous, c'est dur.
on est très dans le contrôle. Avoir des enfants, tu peux plus être dans le contrôle, plus du tout. Il y a des choses qui t'échappent complètement et voilà, tu organises ton truc et puis bah, non, bah, finalement, il y a grève de la cantine, il y a l'enfant qui est malade, il y a l'enfant qui ne veut plus dormir alors qu'il dormait. Il y a 10 milliards de trucs de ça. Et c'est drôle. Et alors là, en l'occurrence, mes potes, ce qui est très drôle, c'est que du coup, ils essayent de recréer du contrôle sur d'autres choses. Voilà, notamment typiquement sur les relations d'amitié en mode, mais moi, je veux plus qu'on parle de ça, je veux plus qu'on ait. Et en fait, je leur dis pas parce qu'ils sont pas en capacité d'entendre, mais ce que j'entends, c'est on veut du contrôle parce qu'ils le perdent sur tout le reste en fait. On contrôle plus le temps quand on devient parent. Voilà. Mais typiquement, je trouve apprendre à lâcher prise parce qu'on devient parent. Là, pour le coup, c'est aussi une compétence qui est hyper utile dans notre vie pro, mais même dans notre vie perso. C'est les épaules qui lâchent. Ouais, en vrai, le Covid nous l'a montré. On ne peut pas tout contrôler. Ouais, là, les grèves qu'on vit depuis, voilà, nous le montrent. Et mon débat n'est pas de dire pour ou contre, c'est pas le sujet. Mais voilà, on peut pas tout. La vie, par définition, c'est le mouvement et ça ne nous appartient pas. On est des acteurs, on est des actrices de cette vie, on surfe sur la vie. On peut contrôler plein de choses, mais on ne peut absolument pas tout contrôler. Et je trouve que d'intégrer ça, que quand on est parent, on développe du lâcher prise, mais en fait, je trouve que c'est précieux dans notre vie au quotidien pour nous apporter plus de sérénité. C'est clair. Joli mot de la fin. Voilà. Génial. Voilà. J'ai encore du boulot sur ce sujet-là. Ben, on en a tous, moi aussi, moi aussi. Super. Bah, merci Pascal, merci à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur Instagram si vous regardez en replay, à moi ou à Pascal, et on relaiera. Avec plaisir. Très bonne journée, bonne intervention cet après-midi. Et puis à tout à l'heure pour tout le monde. Merci à toutes, merci à tous. Et encore merci, Lucille, pour ton intervention. Et au revoir à tous. Merci Pascal. Au revoir.